Hey, hey, bonjour. Comment allez-vous jusqu'à présent dans cette super journée de Think Tank Day, notre première journée Think Tank au sein du programme de mentorat de la Max Team français. J'espère que ça se passe super bien avec vous. Vous avez déjà eu des présentations de la part de Daniel, de Rachel, de Solange. Maintenant, il y a moi. Et un petit peu plus tard, nous aurons John qui viendra en personne nous donner justement une partie de sa sagesse pour cette journée. Donc, j'espère que ça se passe super bien pour vous. Vous avez pris plein de notes, que vous avez eu plein de prises de conscience et récupéré des idées justement pour vous faire avancer dans votre business, dans votre projet personnel, professionnel. Je vais prendre en fait maintenant la partie justement leadership et mindset. Comme vous savez, effectivement, dans la lignée des certifications, dans la partie certification, je fais justement la méthode Maxwell de leadership. Et dans la partie mentorat, je vais rajouter, en fait, comme on fait aux États-Unis, une méthode Maxwell, ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. D'accord. Et donc, ces deux rôles qui, dans la John Maxwell Team anglophone, sont représentés par deux personnes. Donc, Mark Cole, c'est lui qui fait justement la méthode Maxwell de leadership. Mark Cole, que vous connaissez déjà, le CEO du groupe John Maxwell et le bras droit de John. Et nous avons aussi Paul Martinelli, donc le cofondateur de la John Maxwell Team avec John, et qui est aussi le cofondateur justement d'Empowered Living. Certains d'entre vous connaissent, si vous suivez justement le travail que nous faisons côté Empower Living français. Et donc, Paul, en fait, il est responsable de cette méthode Maxwell d'entrepreneuriat ou de mindset, donc différentes façons de l'appeler. En tout cas, c'est ces deux géants, en fait, du leadership et du mindset, dont j'ai justement la responsabilité de porter leur voix, en fait, le travail vers justement la francophonie. Et donc, lorsque j'ai approché cette séance d'aujourd'hui sur justement le premier think tank du programme des mentorats de la Max Team français, avec vous, les pionniers, justement, qui faites partie de cette première promotion de la Max Team français, mais en plus, vous êtes les pionniers du programme de mentorat. Eh bien, j'ai demandé à parler avec Marc et avec Paul. Et je leur explique un petit peu la situation. Et je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien venir devant cette belle audience avec un sujet qui me permet justement d'aborder les deux côtés, le côté leadership et le côté mindset. Et donc, je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'elle est à votre avis, justement, ces sujets, cette leçon, peut-être que dans tout le matériel en fait que John peut avoir, qu'est-ce qui pourrait être la base pour une leçon qui puisse parler des deux sujets en même temps. Et c'est curieux comment voilà, l'univers fait bien les choses, mais tous les deux sont arrivés avec une même idée, avec une même réponse. En fait, ils m'ont parlé de ces chapitres du livre Leadership, d'accord, qui est justement l'un des nouveaux livres en fait, auxquels vous allez avoir accès dans le programme des mentorats. Un des 4 nouveaux systèmes pour lesquels vous aurez du matériel pour créer en fait et pour faire des masterminds, du coaching et autres. Mais en plus, nous allons faire, comme je vous avais annoncé, en club de lecture. En fait, nous allons aller vraiment dans le détail en fait, de cet ouvrage-là. Il y a l'un des chapitres en fait, qui parle, donc ce livre, il parle de 11 changements, shift, en anglais c'est des changements qu'un leader doit faire pour rester justement on top, pour rester vraiment au maximum de son efficacité en tant que leader. Et il y a un de ces changements-là, justement, qui parle de comment changer de maintenir versus créer, aller vers la créativité. Et donc, c'est très intéressant parce que, justement, quand j'ai parlé avec Marc, avec Paul, il me disait justement, en tant que leader, notre responsabilité, c'est de trouver en fait des solutions à des problèmes, personnellement ou au travers de nos organisations. Et cela demande en fait un esprit créatif. Et cet esprit créatif, il est lié en fait lorsque nous sommes capables de développer un esprit créatif, que ce soit individuellement ou que ce soit au niveau du groupe, nous développons en fait une mentalité d'abondance.
ok. Et donc, c'est cet esprit-là, cet état d'esprit-là, c'est ce mindset d'abondance, d'accord, que nous voulons justement développer, que nous voulons libérer. D'accord, d'où justement le sujet de notre séance aujourd'hui. Et donc, je vais me permettre justement de commencer par vous challenger un petit peu et vous demander justement où est-ce que vous vous trouvez. Où est-ce que vous vous trouvez au niveau on va dire, et au quotidien, d'accord, au niveau la zone où vous opérez. Quand vous entendez, on a parlé souvent de cette zone de confort. Donc, est-ce qu'on est à l'intérieur ou en dehors de la zone de confort? Mais aujourd'hui, j'aimerais bien vous donner un petit peu plus de substance par rapport à ça. En fait, on parle pas uniquement des zones de confort à l'intérieur ou à l'extérieur des zones de confort, mais on a plusieurs zones qui sont possibles. D'accord? Et donc, la première zone que l'on identifie, c'est justement la zone où nous sommes en train, en fait, de reculer. D'accord? On peut être dans la zone de confort, mais j'aime bien l'appeler la zone zéro. Parce que vraiment, on a zéro résultat nouveau, d'accord, dans cette zone. Mais quand je discute justement avec Marc, avec Paul, et je regarde justement la façon d'approcher cela de John, nous nous retrouvons en fait avec une zone moins un, si on veut. C'est cette zone où on recule. Donc, c'est cette zone justement où non seulement, si dans la zone de confort, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'opérer de la même façon que j'ai fait d'habitude, d'accord, et ne pas prendre nécessairement des risques. Dans la zone de recul, je vais en fait faire les stricts minimums. D'accord, donc vraiment le minimum que je peux faire lorsque je suis dans chaque situation. Je ne veux pas vraiment y mettre de mon cœur, de ma passion, je veux vraiment faire le minimum. Ça, c'est la zone de recul. D'accord? Il n'y a pas d'inertie dans l'univers. Donc, soit on avance, soit on recule. Donc, on peut être effectivement dans cette zone moins 1 qui serait la zone de recul. Donc, la deuxième zone, c'est effectivement la zone de confort. D'accord? C'est ce que j'appelle la zone 0, où on est, on va dire, à isopérimètre. On ne va pas avancer, on ne va pas se développer. D'accord? Donc, on essaie de garder justement cette illusion, parce que finalement, ce n'est qu'une illusion, mais cette illusion de garder les choses telles qu'elles sont. Ensuite, nous avons justement, lorsque nous sortons de cette zone de confort, nous avons une première zone que nous appelons la zone de challenge ou de défi. D'accord? Cette zone de challenge, c'est la zone justement où je vais essayer de faire des choses différentes, d'accord, différemment par rapport à comment je le fais d'habitude. Et donc là, on parle justement d'action. Je vais essayer de faire des choses différemment. Ensuite, nous avons une quatrième zone, d'accord, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la zone créative. Et donc, cette zone créative, elle est caractérisée par quoi? Eh bien, cette zone créative, elle est caractérisée par le fait que je vais essayer de penser, d'accord, pas uniquement de faire, mais je vais essayer de penser différemment à comment je le fais d'habitude. Et pourquoi cette nuance elle est importante? Eh bien, cette nuance elle est importante parce que vous savez très bien, surtout si vous avez suivi justement notre travail avec Empowered Leading, vous savez que nos actions, c'est ça qui génère nos résultats. Donc, c'est bien effectivement d'être dans la zone des challenges pour vouloir changer les actions. Mais ces actions, elles viennent avant justement de penser. C'est mes pensées en fait qui vont générer en fait des émotions, qui vont générer des actions, qui vont générer des résultats. C'est ça, en fait, la chaîne. D'accord? Et donc, et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'à la place d'essayer d'échanger les actions, d'accord, parfois on peut se sentir bloqué parce qu'on dit, mais même si j'essaye très, très fort de faire les choses différemment, j'y arrive pas, ou j'arrive pas à obtenir des résultats différents. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que nous restons justement dans ce domaine de l'action. Alors que ce dont nous avons besoin, c'est de remonter en fait à la source. D'accord? Ces résultats qui ne sont pas ceux que nous voulons, d'accord, ou ces actions qui ne donnent pas les fruits que nous voulons, c'est nous qui sommes des symptômes de quelque chose. Et c'est des symptômes de quelque chose qui se passe en fait à l'intérieur de nous, qui se passe justement au niveau de notre esprit conscient, de notre esprit sous-conscient, surtout de notre esprit sous-conscient. Et donc c'est là que nous allons aller aujourd'hui. Et donc, cette leçon, en fait, elle va être divisée en deux parties. D'accord? Une première partie qui va nous parler justement de cette, John les appelle des blocages mentaux. D'accord? Mais ça, on pourrait très bien dire, c'est des croyances limitantes.
D'accord? Donc, c'est cette croyance limitante ou ces blocages mentaux que nous avons au niveau individuel et que nous devons pouvoir justement aller au-delà de cela pour pouvoir développer en fait déjà chez nous cette possibilité de rentrer dans cette zone de créativité, dans cette zone créative. D'accord? Et dans la deuxième partie de la leçon, ce que nous allons traiter, c'est le fait de comment pouvons-nous implémenter justement cette créativité, d'accord, dans un groupe, en tant que leader, dans un groupe, dans une entreprise, dans une communauté, dans une équipe, d'accord, comment développer une culture de créativité. D'accord, donc nous allons avoir 7 croyances limitantes ou 7 blocages mentaux qui agissent au niveau individuel. Et par la suite, dans le développement de la culture, nous allons avoir 8 points qui vont nous permettre de développer cette culture orientée créativité et orientée abondance, d'accord, plutôt qu'une culture justement qui ne nous permet d'aller dans cette direction-là. Et donc, lorsque nous parlons justement des, des blocages mentaux, le premier en fait que nous retrouvons justement, c'est que nous nous disons, je dois trouver la bonne réponse ou la réponse correcte. D'accord? Nous avons une tendance à croire qu'il y a en fait une réponse correcte à une situation donnée. Et donc, nous nous mettons justement dans cette perspective ou dans cette limitation, dans cet environnement, dans ces cadres où si nous ne pensons pas que nous avons exploré toutes les possibilités et que vraiment cette réponse, c'est la seule réponse qui peut nous permettre d'avancer, eh bien, comme vous pouvez bien comprendre, ça va nous faire rester en fait dans le doute, dans l'incertitude, et très difficilement, ça va nous aider à faire avancer les choses, d'accord, à prendre des décisions et à aller de l'avant. Et donc, c'est ça qui est intéressant justement, c'est de dire, ok, si je peux comprendre que finalement, il n'y a pas qu'une seule solution valable pour une situation, mais il y en a une multitude des possibles solutions qui vont en fait dépendre des circonstances, du passé de la personne, de l'histoire de la personne. Une même problématique ne va pas pouvoir se résoudre de la même façon, si elle se produit en fait à deux instants différents de la vie d'une personne ou à deux instants différents de la vie d'un groupe, d'une équipe, etc. C'est pour ça que très souvent, nous disons en fait, ça me fait sourire quand j'arrive en fait, surtout dans le monde de l'entreprise, quand j'étais effectivement pendant la vingtaine d'années où j'ai fait ma carrière dans l'entreprise privée. Et donc, j'ai arrivé justement nouveau dans un environnement, que ce soit en tant que leader ou en tant que membre de l'équipe. Et on est arrivé à un moment où effectivement, il y avait toujours besoin de résoudre des problèmes. Et bah, nous avions des leaders qui justement aimaient bien ce côté de dire, voilà, proposez vos idées. Et ce qui m'est arrivé souvent, c'est justement être force de proposition d'idées, mais de recevoir un feedback tout de suite du leader qui disait non mais ça on a déjà essayé. Parfois c'était le leader, parfois c'était d'autres personnes à l'équipe. Et donc le leader il regardait et il laissait justement faire un peu la dynamique. Euh, mais donc c'était cette notion de dire voilà ça on a déjà essayé et ça n'a pas marché. D'accord, mais ce qui est intéressant c'est que justement ça on a peut-être essayé, mais à un moment donné, dans certaines circonstances, avec certaines personnes, d'accord, mais on n'a pas essayé maintenant. Peut-être que cette idée qui n'a pas fonctionné dans le passé, elle peut fonctionner maintenant. Et qu'on n'a pas, l'une des réponses, c'est peut-être justement cette idée-là. D'accord. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, justement, le fait d'avoir en fait une destination qui est justement la résolution du problème, le fait d'atteindre un objectif, le fait d'avoir cette vision que nous voulons accomplir, d'accord, nous demande en fait de faire schéma. Et comme nous disons souvent, surtout dans le travail qu'on fait dans Empower Living, nous ne connaissons pas le schéma des A à Z. D'accord? Il n'est pas possible en fait de connaître tout le schéma, tout le plan des A à Z, pas à pas, de là où je suis aujourd'hui jusqu'à mon point d'arrivée. D'accord? Entre autres choses parce que même si je prenais le temps de définir un plan détaillé des A à Z, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en cours de route, certainement les circonstances vont varier, vont changer. Et donc nous allons nous retrouver
avec le besoin justement de laisser de côté ce plan que nous avions fait et de voir refaire un autre. D'accord? Et donc, cela implique le fait que finalement, je n'ai pas besoin de connaître en fait une solution complète de A à Z et la solution qui va me donner le schéma, comme si j'étais en fait dans un passe-temps, justement dans un labyrinthe où je devais trouver une seule solution pour aller vers la sortie. D'accord? Dans la réalité, d'accord, dans la situation où j'ai un problème, un défi, d'accord, que je dois faire avancer, la réalité, c'est qu'il y a des multiples options qui vont me permettre d'avancer dans la direction que je souhaite. D'accord? C'est ça qui est important, c'est d'avancer dans la direction. Et donc ça peut me permettre de dire, OK, je ne connais pas peut-être tout le plan des A à Z, mais si je suis capable de dire cette option-là, est-ce qu'elle me rapproche ou est-ce qu'elle m'éloigne de mon objectif, de mon but? Et donc, si elle me rapproche, je suis capable, en fait, justement, de filtrer les options que j'ai par rapport à ces paramètres-là. Et donc, finalement, mon objectif ou ma vision, d'accord, devient en fait le filtre au travers lequel je vais pouvoir prendre mes décisions. De façon aussi simple que de dire, est-ce qu'effectivement cette option que nous regardons là, est-ce qu'elle me rapproche ou est-ce qu'elle m'éloigne de notre but, de notre vision. D'accord? Donc ça, c'est le premier blocage mental. Ne pas se dire, il y a une seule solution, je dois trouver la bonne solution. Et donc, ce que je vais vous demander de faire, là, pendant ce travail avec les 7 blocages mentaux, c'est après avoir vu chacun de ces croyances limitantes, c'est de vous dire, OK, est-ce que cette croyance, d'accord, est-ce que je l'ai aujourd'hui? Est-ce que je réalise, je me rends compte que finalement, quand Ézéchiel mentionne ça, c'est quelque chose qu'effectivement, c'est une réflexion que j'ai lorsque je me retrouve devant une situation, devant un problème. Donc, est-ce que j'ai aujourd'hui cette croyance limitante? Ou alors, est-ce que cette croyance limitante, ça ne résonne pas, ça ne me dit rien du tout? D'accord? Dans quel cas, effectivement, je ne l'ai pas ou je ne l'ai jamais eu a priori. D'accord? Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'une croyance limitante que je sais que j'ai eue par le passé, mais parce que j'ai fait un travail sur moi, voilà, j'ai grandi, j'ai fait évoluer mon niveau de conscience, d'accord? Je sais qu'aujourd'hui, je ne l'ai plus, et en fait, je l'ai remplacé par une autre croyance. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est aussi savoir, voilà, si vous arrivez à identifier quelle est cette nouvelle croyance qui vous sert justement à évoluer, d'accord, à la place de ces croyances limitantes qui, comme nous savons, c'est des croyances qui ne nous servent pas aujourd'hui. C'est des croyances qui peut-être à un moment donné, elles nous ont servi, d'accord? Elles restent dans notre programmation subconsciente, mais elles sont devenues obsolètes. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir les remplacer par des croyances qui soient utiles, qui soient génératrices justement d'énergie, qui soient créatrices. D'accord? C'est justement dans cette notion d'aller vers la créativité. Donc, par rapport à cette première croyance limitante, je dois trouver la bonne réponse. Est-ce que c'est une croyance limitante que vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est une croyance limitante qui ne résonne pas du tout avec vous? Ou est-ce que c'est une croyance limitante que vous avez par le passé, mais que vous avez supéré, que vous avez travaillé, en fait, vous êtes allé au-delà, et donc vous avez remplacé par une autre croyance limitante. Donc vous avez dépassé cette croyance limitante, vous avez remplacé par une autre croyance, pardon, qui n'est pas limitante, mais qui est justement créatrice. Et quelle est cette croyance, si vous l'avez en tête? La deuxième croyance, ou le deuxième blocage mental dont John nous parle, c'est le fait de dire c'est pas logique. Ça, c'est pas logique. Et donc, je dois trouver une réponse de logique. Logique. Et qui dit logique, c'est l'opposé, en fait, de l'intuition. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant, justement, c'est que lorsque nous parlons de créativité, d'accord? Et si vous êtes, à nouveau, si vous suivez le travail que nous faisons justement au niveau du mindset côté Power Living, vous savez que nous parlons de co-créer des résultats. Pourquoi nous parlons de co-création? Parce que nous parlons de créer des résultats avec l'univers. D'accord? Justement, en utilisant ces lois universelles, d'accord? Par lesquelles l'univers fonctionne. Et donc, lorsque j'essaie de chercher quelque chose de logique, je suis en train de nier le fait qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'intuition. D'accord? Et donc, cette intuition, c'est quoi? Cette intuition, en fait, c'est l'une c'est l'une des facultés intellectuelles que les humains nous avons. D'accord? Nous naissons avec 5 sens physiques et avec 6
facultés intellectuelles. Donc, l'intuition, c'est l'une d'elles. L'imagination, c'en est une autre, qui sont fondamentales, d'accord, dans ce processus d'éco-création. Et donc, Albert Einstein nous disait justement que l'imagination est plus importante que la connaissance. Il nous disait la connaissance est limitée, mais l'imagination entoure le monde. Avec l'imagination, nous pouvons faire des choses que nous ne pouvons pas faire avec la logique. D'accord? Et de la même façon, avec l'intuition, nous pouvons nous connecter justement avec des nouvelles idées qui vont nous permettre, d'accord, de donner suite en fait à ces, et de développer ce côté créatif, de trouver des nouvelles solutions. D'accord? Mais nous devons justement être en mesure de libérer et de nous connecter avec cette intuition, qui est à l'opposé de la logique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ceux d'entre vous qui êtes dans le domaine de la vente ou qui êtes coach ou formateur et qui devez vendre en fait vos services, parce que vous devez les vendre, et que ça ne va pas arriver tout seul. Okay, donc, si vous êtes dans l'agent marketing pour développer un business, une activité en tant que coach, par exemple, vous allez devoir vendre vos services. C'est pour ça que vous comptez avec l'aide de Daniel, c'est sur la méthode Maxwell des ventes. C'est pour ça que vous allez pouvoir compter avec mon aide, justement, dans la méthode Maxwell en fait, d'entrepreneuriat et de mindset, d'accord, à partir de maintenant, parce que vous êtes dans le programme des mentorats, d'accord. Et donc, vous avez besoin justement de vendre ces services. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acte d'achat, c'est que la personne va faire de l'autre côté. D'accord, lorsque vous allez proposer quelque chose, eh bien, ce n'est pas une décision logique. Ce n'est jamais une décision logique. Et ça, c'est voilà, pour ceux qui sont de personnalité C, d'accord, ça vous demande en fait un petit peu de réflexion parce que vous allez dire non, mais moi je suis toujours logique, je trouve toujours les raisons pour lesquelles je fais mes achats, je fais des comparaisons, des tableaux et je peux choisir le meilleur produit, etc., etc. Oui, c'est sûr, on peut utiliser la logique. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous prenez vraiment la décision, lorsque vous faites l'acte d'achat, pas lorsque vous le préparez, pas lorsque vous le justifiez ou que vous l'exprimez. Au moment où l'on fait l'acte d'achat, c'est un acte émotionnel. Lorsque nous allons dire oui ou dire oui à une option, c'est parce que cette option, elle nous prend en tripes, d'accord? Et elle déclenche des émotions. C'est parce que souvent, nous allons nous voir réaliser des choses, d'accord, avec ce produit, avec ce service, que nous ne voyons pas en restant là où nous sommes aujourd'hui, ou que nous ne voyons pas avec d'autres options, des services ou des produits. Et c'est là, en fait, que vous allez devoir être capable, d'accord, en tant que fournisseur de services, de mettre la personne dans la capacité, en fait, de se voir dans le futur en train de bénéficier justement de vos services. Elle fera cet acte d'achat en se basant sur les émotions. Même si après, derrière, elle va trouver toutes les raisons logiques qui vont lui permettre de justifier en fait pourquoi elle est partie avec vous. Donc, par rapport à cette justement croyance limitante, de dire je dois toujours agir de façon logique, d'accord, ou je dois trouver l'option logique. Est-ce que c'est une croyance limitante que vous avez? Est-ce que c'est une croyance limitante qui ne vous parle pas du tout? Est-ce que c'est une croyance limitante que vous aviez, mais que vous avez remplacée par une croyance créatrice? Si nous passons à la croyance limitante numéro 3, au blocage mental numéro 3, c'est cette idée qui nous dit il faut que je suive les règles. Il faut que je suive absolument les règles. Et c'est très intéressant. Parce que quand on parle, on voit les grands inventeurs, les grands innovateurs de l'histoire, Steve Jobs, Thomas Edison, ils avaient tous en fait cette presque philosophie contre les règles. Et quand Thomas Edison disait ici, dans mon atelier, nous n'avons pas des règles parce que nous sommes en train d'essayer d'accomplir des choses. Et donc, pour lui, justement, l'idée, c'était comment on pouvait casser un maximum des règles qui nous permettraient justement d'avancer. D'accord? Donc, il faut que je suive les règles. Ça, c'est notre croyance limitante. Donc, est-ce que par rapport à cette croyance limitante, est-ce que c'est une croyance limitante que vous avez aujourd'hui, qui ne vous parle pas du tout, et que vous êtes un casseur de règles né, d'accord? Ou alors, est-ce que c'est une croyance limitante que vous aviez avant, mais que vous avez appris justement à aller au-delà, à dépasser, et donc vous l'avez remplacée par une nouvelle croyance. Et donc, quelle est cette croyance?
D'accord? La croyance numéro 4 ou blocage mental numéro 4, c'est il faut que j'évite en fait l'ambiguïté. Il faut éviter l'ambiguïté. Et c'est très intéressant parce que vouloir éviter l'ambiguïté, c'est vouloir éviter la vie, finalement. Car la vie, elle n'est pas prédéterminée, la vie, elle est pleine d'incertitudes et nous sommes bien positionnés pour le voir actuellement, d'accord, avec cette fameuse crise en fait de la Covid-19, où on voit que même pour ces parties en fait des plans que nous avions auparavant, nous avons dû tout laisser de côté et nous sommes rentrés dans une période où il y a effectivement une certaine incertitude en fonction là où chaque personne est, et donc nous devons gérer ça. C'est très intéressant parce que lorsque j'étais justement chez Microsoft notamment, pendant 10 ans, il y avait une pratique lorsque nous devions embaucher quelqu'un et nous allions créer la description du poste, d'accord. Évidemment, il y avait tout le côté description de la société, pourquoi venir travailler avec nous, ensuite les descriptions techniques du poste, quelles étaient les fonctions que la personne allait avoir, les besoins en fait en termes des compétences techniques, et par la suite, il y avait tout ce qui était compétences qu'on appelle les soft skills. C'est des compétences plutôt intellectuelles ou d'accord, qui sont pas vraiment mesurables, on va dire euh, mathématiquement, d'accord. Et donc l'une de ces compétences qu'on demandait à chaque fois, c'était la capacité justement de gérer l'ambiguïté, de gérer l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, on savait chez Microsoft que notre environnement des technologies, c'est un environnement, une industrie qui changeait souvent, qui changeait très rapidement. Et donc, nous avions besoin des personnes qui soient capables en fait, de vivre dans cette situation un peu d'incertitude permanente, par rapport aux conditions des marchés, par rapport à l'organisation. En fait, Microsoft, c'était une compagnie où on avait, tous les ans, on avait des réorganisations au niveau fonctionnel, au niveau des pays, au niveau voilà, des lignes de business. Pourquoi? Parce qu'on essayait justement de, année après année, rester, on va dire, au plus haut et donc être capable, en fait, de répondre ou de dévancer aussi les tendances de marché, d'accord. Et donc, on était justement dans cette constante recherche, en fait, de la meilleure organisation, les meilleurs produits, la meilleure façon de faire. Et tout cela, ça implique justement de l'ambiguïté. Évidemment, lorsque nous sommes en train d'exécuter, eh bien, nous étions en train d'exécuter, donc pendant une année fiscale, voilà, on était à fond dedans, d'accord, dans l'exécution d'un plan que nous pouvions détailler, que nous pouvions avancer, faire évoluer, etc., etc. Mais nous savions qu'à la fin de l'année, il y avait ces changements qui arriveraient très certainement. Et donc, le fait de ne pas savoir où on serait l'année suivante, exactement, le fait de se dire est-ce que ma division va toujours être là, est-ce que cette façon de faire des business va toujours être là, c'était très intéressant. Il y avait des personnes qui géraient ça très bien et qui trouvaient ça comme des opportunités justement d'évolution. C'était mon cas. J'adorais. En fait, j'adorais vraiment cet environnement parce que ça permettait justement d'évoluer un maximum et de pouvoir ne jamais tomber dans la routine justement d'un job. D'accord. Mais il y avait des personnes justement pour qui ça c'était dur. C'était très dur. Justement parce qu'ils avaient besoin de ce cadre stable d'une année sur l'autre dans la durée. Et donc ils voyaient énormément des risques qui étaient perçus de leur côté, d'accord, mais qui pour eux en fait étaient réels par rapport à leur sécurité, leur stabilité, par rapport à leur famille, etc., etc. D'accord. Donc par rapport justement à ces croyances limitantes de dire je dois éviter l'ambiguïté ou éviter l'incertitude, est-ce que c'est une croyance limitante que vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est une croyance limitante qui ne vous parle pas du tout? Ou est-ce que c'est une croyance limitante que vous aviez par le passé et que vous avez déjà remplacée par une autre croyance? La cinquième croyance, c'est la croyance de se dire l'échec est mauvais. Et pourquoi c'est une croyance limitante, le fait de se dire que l'échec est mauvais? Eh bien, parce que justement, l'échec, c'est, comme John nous dit, en fait, c'est le compagnon constant du succès. D'accord. Il n'y a pas moyen d'avancer, de réussir, si nous ne sommes pas justement capables de dire, OK, je vais forcément ne pas réussir des choses. D'ailleurs, je vous dirais, si vous n'êtes pas dans une situation où vous avez des échecs en permanence,
c'est que vous n'êtes pas en train d'essayer des choses qui sont assez grandes ou à la taille, en fait, de votre potentiel. D'accord? Lorsque vous entreprenez le chemin, justement, d'aller vers votre objectif, vers votre vision, ce chemin-là, il va être plein, il va être plein d'obstacles. Et ça ne va pas forcément être tout le temps des obstacles faciles à franchir. Et donc, c'est là où justement le travail que nous allons faire ensemble, d'accord, dans ces programmes des mentorats, va être clé. Parce qu'il va y avoir des moments dans la mise en place de votre projet personnel, professionnel, la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui avec nous. Eh bien, il va y avoir des moments où ça va mettre à l'épreuve, en fait, votre foi dans vos capacités, d'accord, dans votre capacité à manifester finalement cette vision, ce rêve, cet objectif, d'accord. Ça va mettre en doute, en fait, vos qualités, vos capacités, d'accord. Ça va mettre en doute votre ténacité, ça va remettre en question, en fait, votre rêve. Ça peut remettre en question votre rêve. Et donc, à ces moments-là, c'est là où ça va être critique d'être bien accompagné. Et c'est là où nous allons vous aider. C'est là où, justement, nous allons être en mesure de vous donner, en fait, justement, de vous permettre, en fait, d'emprunter, d'accord, cette foi, cette croyance en votre capacité, en en vos qualités, d'accord, en votre rêve. Vous allez pouvoir, par le fait d'appartenir à cette communauté, vous allez pouvoir venir travailler ensemble, vraiment dans une relation de mentorat. Et vous allez pouvoir justement, surtout dans le moment, évidemment, nous allons célébrer les victoires, mais nous allons aussi vous aider dans les moments où justement, ça sera plus dur. D'accord? Nous avons tous dans la faculté, même dans la faculté anglophone, d'accord, des histoires justement d'échecs et de réussites. Et nous savons justement que ces réussites n'arrivent qu'au coup justement d'avoir des échecs. Mais ce n'est pas juste d'avoir des échecs, c'est que ces échecs-là sont des sources d'apprentissage. Et donc, c'est ne pas la notion de tomber, en fait. Lorsque nous avons un échec, nous ne devons pas tomber, nous devons, comme dit John, c'est tomber en avant. D'accord? C'est quoi tomber en avant? C'est dire, je vais tomber, mais je veux me relever, je vais analyser ce qui s'est passé, je vais apprendre et je vais faire un pas en avant. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque échec me permet de faire un pas en avant. C'est là où justement l'échec est productif et il est source justement de succès. D'accord? Donc, à nouveau, par rapport à cette croyance limitante, d'accord, l'échec est mauvais, parce que c'est une croyance limitante que vous avez, une croyance limitante qui ne vous dit rien du tout, qui ne résonne pas avec vous, ou une croyance limitante que vous aviez par le passé. Croyance numéro 6, qui nous dit ne sors pas de la foule. Ne ressemble pas à un idiot, n'attire pas l'attention. Moi, je dirais ça, n'attire pas l'attention. Et c'est très intéressant parce que en espagnol, on dit on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Je ne sais pas si on utilise la même expression en français, mais on ne peut pas être on va dire, dans la douceur et dans le fait de rester dans la masse tout le temps. D'accord? Si on veut vraiment des résultats différents, si vous voulez vraiment vivre une vie qui est passionnante, une vie qui est alignée avec votre rêve, je vais vous dire une chose, votre rêve, d'accord, c'est ne pas ce que 98% de la population vont avoir, d'accord? Et surtout, être en mesure, être disposé à faire ce qu'il faut, investir en soi et à faire les pas en avant qu'il faut pour atteindre son rêve, ça, c'est quelque chose que 98% de la population 99 n'est pas disposé à faire. C'est la différence entre vous qui êtes ici aujourd'hui, d'accord, et ceux qui sont restés à la maison, d'accord, certains qui ne sont même pas dans la John Maxwell Team. D'accord? Donc, comprenez que pour réaliser votre rêve, vous devez sortir du lot. Et sortir du lot, ça ne se fait pas juste en sortant du lot, on va dire, de façon positive. Il faut toujours, pour pouvoir voir au-dessus de la forêt, il faut sortir la tête.
D'accord? Donc, à un moment donné, on peut effectivement risquer de se la faire couper. Peut-être. D'accord? C'est comme quand on était dans les tranchées dans la guerre, effectivement, on sortait les casques là, comme ça, avec le fusil pour voir si on tirait sur le casque. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut sortir quelque chose. Il faut sortir, justement, il faut attirer l'attention. On va attirer l'attention. Mais nous devons devenir confortables avec ça. Nous devons devenir confortables avec le fait d'être parfois inconfortables, d'accord, avec certaines croyances justement par rapport à notre situation, par rapport au fait justement d'attirer l'attention ou pas. Donc, par rapport à cette croyance limitante, d'accord, de ne pas attirer l'attention, est-ce que c'est quelque chose, une croyance limitante que vous avez aujourd'hui, qui ne résonne pas avec vous, ou que vous avez déjà abandonné et laissé par le passé? Et la dernière croyance limitante, cela me fait toujours sourire parce que c'est combien de fois j'ai pu entendre ça. Et non pas juste avec des adultes, aussi même avec des enfants et des adolescents. Enfin, enfants, j'ai plutôt adolescents, effectivement. C'est une croyance qui dit « je ne suis pas créatif, je n'ai pas de créativité ». Ouais, là, je souris parce que je vous vois en fait, certains d'entre vous, on se connaît un petit peu maintenant, on est dans la famille, d'accord, on est en famille. Donc, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous le savez. Hein? Vous savez que nous sommes nés avec cette faculté intellectuelle et l'imagination. Vous le savez maintenant. Et donc, si vous avez cette faculté mentale de l'imagination, d'accord, ça veut dire que vous êtes un être créatif. D'ailleurs, vous avez été créé en tant qu'être créatif, d'accord, pour co-créer avec l'univers, pour pouvoir avoir, on va dire, le contrôle de toutes les choses et pouvoir les faire travailler dans la direction de votre rêve et de votre objectif. Donc, vous avez cette créativité en vous. Je peux comprendre que certaines fois, cette créativité, c'est comme un muscle. D'accord? Si on ne l'utilise pas, eh bien, il se fait plus petit, il est moins souple, d'accord? Il est moins développé. Donc, nous devons travailler à le remettre en fait, voilà, lui donner de la vigueur, d'accord? Le travailler, faire quelques haltères, on va dire, de notre imagination, de notre créativité, pour justement pouvoir l'utiliser. À nouveau, ça, c'est des choses que nous allons faire ensemble. D'accord? Lorsque nous allons avoir des appels, ce qu'on appelle partenaires des réflexions, d'accord? Thinking partner en anglais, c'est ça que nous allons faire en fait. Je vais être à votre disposition pour pouvoir faire ressortir ce côté créatif qui est en vous, que ce soit par rapport à votre business, par rapport à des situations personnelles, professionnelles, d'accord? Nous allons penser ensemble. Et le but, ça va être justement de faire ressortir ce côté créatif, de booster votre mindset, d'accord, et de développer ce mindset d'abondance. C'est ça, en fait, que nous allons faire ensemble. Et donc, justement, si vous pensez que vous êtes pas des êtres créatifs, eh bien, pensez à quand vous étiez enfant. Et je suis certain que vous avez tous, mais alors tous, d'accord, fait des dessins, vous avez tous joué, en fait, peut-être dans le sable, d'accord, vous avez tous imaginé des personnages, vous avez tous été capables, en fait, de jouer dans le monde de votre imagination. Et pour vous, à cette époque-là, c'était hyper réel. Mais comme j'ai dit, il se peut qu'effectivement, avec les années, nous avons laissé cette imagination se tasser, d'accord, nous ne l'avons pas mise en pratique. Et donc, ce n'est pas que nous ne sommes pas créatifs, mais nous avons besoin d'exercer justement cette créativité, de la remettre en fait, de la redynamiser. D'accord? Donc, par rapport à cette croyance limitante numéro 7, est-ce que c'est une croyance limitante que vous avez, qui ne résonne pas avec vous, que vous avez par le passé, mais que vous avez déjà dépassé? On est bon? Super. Écoutez, j'espère que jusqu'à présent, vous avez intériorisé donc ces 7 croyances limitantes et justement ces croyances alternatives, ces débuts des visions des croyances alternatives qui peuvent vous aider. Nous allons passer maintenant au côté, effectivement, groupe de la chose, d'accord, au côté leadership. Donc, comment je fais justement pour, lorsque je veux vivre en fait ces principes des créativités, d'accord, il y a la première chose à faire, en tant que leader, c'est d'être capable de créer une culture justement créative, d'accord. Comment je fais pour booster en fait cette créativité? Et John, il nous donne en fait 8
8 possibilités, 8 pas en fait, qu'il faut justement prendre en compte lorsque nous voulons développer cette culture dans notre entreprise, dans notre équipe, dans notre euh, groupe en général, d'accord. Et donc, la première, en fait, qu'il nous donne, il nous dit, c'est il vous faut en fait booster la passion. Il faut vraiment énergiser la passion. Pourquoi il faut énergiser la passion? Eh bien, parce que, justement, le fait des créatifs, d'accord, nous demande en fait du temps, nous demande de la ténacité, nous demande de tester des options, d'accord, d'essayer encore et encore des échecs, comme on disait tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est que tout ça, ça va nous prendre justement beaucoup d'énergie. Et donc, lorsque nous sommes la personne qui a la vision, c'est plus facile pour nous, d'accord? Et même comme ça, parfois, nous avons justement des un petit peu de problème, on va dire, dans la durée, d'accord? Lorsque la loi de la gestation nous donne une période de gestation très longue pour notre idée, parfois nous avons du mal à garder cette foi et cette énergie dans la durée. Donc encore plus, lorsque nous parlons de notre groupe, nous devons être capables justement de créer cette passion. Et cette passion, on va la créer justement en connectant cette vision que nous avons avec les visions et avec les passions et avec les émotions de la personne. Lorsque nous sommes capables d'avoir une vision qui se chevauche avec la vision de la personne, lorsque notre mission de vie, elle ressemble à la mission de vie des personnes que nous avons dans le groupe, à ces moments-là, nous allons avoir justement des personnes passionnées dans l'équipe, dans le groupe, dans la communauté, dans l'entreprise. Et donc, ces personnes passionnées vont être capables justement de donner ce plus, en fait, à chaque fois. Donc, c'est voilà, ce côté de booster, de nourrir la passion, c'est un aspect qui est très important. Et donc, j'ai travaillé effectivement, et vous avez vu récemment John aussi et Marc avec Simon Sinek. D'accord. Et Simon Sinek, c'est quelqu'un justement qui parle de chercher son pourquoi, le why, okay, start with why. Et ce pourquoi justement, c'est ce qui est, d'un point de vue personnel, moi j'appelle ça la mission de vie. D'accord. Et c'est aussi la mission d'un point de vue d'un groupe, c'est la mission du groupe, la mission de l'entreprise. Et c'est ça en fait qui nous permet de nous accrocher à quelque chose qui a non seulement on va dire un but, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait, mais aussi le pourquoi on le fait, quel est l'impact en fait qu'on recherche à avoir, d'accord. Donc ce côté d'énergiser la passion qui est très important. Le deuxième côté, c'est ce qu'on appelle célébrer les idées. Pourquoi célébrer les idées? Bien parce que la créativité, forcément, elle est liée à des nouvelles idées. Et donc nous devons, lorsque nous voulons créer cette culture, d'accord, des créativités, des états d'esprit d'abondance, nous devons, en tant que leader, puisque vous savez bien par la loi du miroir, c'est que les personnes font ce qu'elles voient. Nous devons justement d'être quelqu'un qui va justement récompenser des idées, qui va encourager des idées, qui va valoriser les idées. D'accord. Donc pensez justement dans votre rôle de leader, ou si vous êtes coach, par exemple, des dirigeants, lorsque vous pensez maintenant à un client, voilà, ça c'est un aspect important, lorsque vous allez travailler avec cette personne-là sur la culture justement de son organisation. Est-ce que cette personne, non seulement dit ou pense qu'elle valorise les idées, qu'elle la récompense, etc., mais est-ce qu'elle le fait, comment elle le démontre? Et c'est ça qui est important. Lorsque nous sommes dans un groupe, dans une organisation, comment nous démontrons que nous croyons à ce que nous disons? D'accord? Comment nous marchons, justement, ce qu'on dit en anglais, walk the talk. Donc, on parle, mais est-ce qu'on agit justement en cohérence avec ce que nous disons? Le troisième aspect, c'est de provoquer ou encourager justement l'autonomie. Le général Patton nous disait, ne dites jamais à quelqu'un comment faire quelque chose. Dites-leur quoi faire et laissez-le leur surprendre avec leur génie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas une seule solution, d'accord, aux choses. Il y a des multiples solutions qui vont dépendre en fait de beaucoup de facteurs, dont justement l'expérience passée de la personne, son type de personnalité, la façon dont elle peut approcher des choses, les idées reçues, et là justement ses croyances limitantes ou ses croyances créatrices, etc. Donc, donner de l'autonomie et encourager cette autonomie, c'est
justement être capable de déjà dédoubler en fait son impact, mais en plus ouvrir son organisation à la possibilité de bénéficier justement cette contribution créative dans la résolution des problèmes. D'accord? Donc, justement, éviter ce qu'on appelle, voilà, on sait, on va dire dans la théorie que le micromanagement, la microgestion des personnes, d'accord, elle est effectivement néfaste, et néfaste pour ça, parce que c'est l'opposé, justement, de l'autonomie. Et donc, l'objectif, en fait, et le résultat, c'est qu'on dit aux personnes quoi faire, mais on dit aux personnes aussi comment faire. On espère qu'elles vont le faire d'une certaine façon. Lorsque les personnes sortent de ça, d'accord, on a une tendance, effectivement, à vouloir la remettre dans le cadre. Et ça, justement, ça délite, en fait, cet esprit créatif. La quatrième facteur, en fait, c'est d'encourager le courage. D'accord? Donc, encourager le courage, pourquoi? Parce que, justement, c'est le fait de proposer des nouvelles idées, d'accord? Le fait d'aller de l'avant. Ça demande du courage. On a parlé tout à l'heure de dire, est-ce que je sors de la foule? D'accord? Et le fait de sortir de la foule, le fait justement de proposer de nouvelles idées, le fait de vouloir, d'oser sortir de là, demande justement du courage. Et donc, c'est le job du leader, d'accord, de créer en fait un sens de sécurité pour les personnes, dans le fait de dire, je peux prendre des risques. En fait, le fait justement de créer et de trouver des nouvelles solutions va demander de prendre des risques. Et donc, si je suis en mesure justement de créer cette sécurité où la personne sait, justement parce qu'on a parlé de l'autonomie, et là, l'autonomie pour créer justement ces solutions, d'accord, ou ces propositions, eh bien, j'ai besoin justement de créer cette sécurité pour que la personne puisse se sentir dans le bon environnement, ok, et encourager et avoir justement booster ce courage pour que la personne soit créative. Un autre aspect, on est déjà au sixième, je pense, c'est minimiser la hiérarchie. John nous parle justement de plusieurs exemples dans son livre, Leadership, mais regardez tout simplement les entreprises aujourd'hui. Il y a un modèle en fait qu'on appelle le modèle agile. Je pense que vous en avez entendu parler si vous êtes justement vous côtoyez le monde d'entreprise. C'est quoi justement le modèle agile? En fait, c'est un modèle où on va aplatir les hiérarchies existantes. On va mettre des personnes ensemble qui appartiennent à différents groupes, différentes équipes. Et on va essayer de trouver des solutions nouvelles à des problèmes existants. Et donc, c'est ça, si je résume en fait de façon, voilà, et on applique certaines méthodologies de travail justement pour booster la créativité, d'accord, pour encourager la créativité. Donc voilà, si je résume effectivement le modèle agile, c'est avec l'autorisation de ceux d'entre vous qui connaissent bien le modèle agile, mais voilà, pour vous donner un tout petit, un léger aperçu, c'est ça. Et donc, c'est intéressant, il y avait justement un général qui s'appelait Stanley McChrystal qui disait toute tâche complexe a besoin d'être approchée ou est mieux approchée lorsque nous aplatissons la hiérarchie. En fait, ça donne à tout le monde l'impression d'être dans le cercle rapproché. Et ça fait développer un sens d'appartenance et des propriétés. D'accord? Donc, la personne ressent qu'elle appartient au groupe, mais en plus, la personne, elle prend la propriété. D'accord? Elle prend la responsabilité, beaucoup plus de responsabilité par rapport à une problématique, par rapport à une situation à résoudre. Donc, minimiser les hiérarchies, c'est aussi un aspect très important. Donc, nous avons ensuite un autre aspect, qui est donc le sixième maintenant, donc celui avant c'était le cinquième, c'est de réduire les règles. Est-ce qu'on est capable, dans notre culture, justement, de groupe collectif, de réduire les règles? N'importe qui peut définir des règles et n'importe qui peut s'entêter à les suivre et mettre un point d'honneur, on va dire, sur les règles. Mais Douglas MacArthur nous disait que vous serez rappelé par le nombre de règles que vous aurez enfant. Donc, est-ce que nous sommes capables justement d'aller chercher on va dire, détourner
des règles. Finalement, ce n'est pas l'idée des détourner ou d'utiliser une règle d'une façon différente. Comme moi, je souris en fait parce que ça me rappelle justement des exemples lorsque j'étais bah, tout au long de ma carrière en fait en entreprise. J'ai toujours été effectivement quelqu'un qui était dans le développement des partenariats, dans des entités en fait où on développait des solutions qu'on appelait à l'incubation. On était au début en fait des projets, on était au début des produits, et c'est ça en fait qui était super intéressant pour moi. C'est ça que j'adorais. C'est-à-dire comment je vais être capable en fait de prendre une entreprise, un groupe, qui travaille d'une certaine façon, qui fait du business d'une certaine façon, qui a certaines règles, d'accord, qui a opéré comme ça depuis des années. Et on va les aider à justement trouver une solution, trouver une nouvelle façon d'opérer, créer un nouveau business. Et donc, cette phase justement de démarrage de ces nouveaux business, c'est ça que j'ai trouvé fascinant. Et souvent, ça prenait justement, ça demandait de prendre mon sac à dos, d'accord, et de partir, j'étais en France normalement, ça me demandait de partir partout en Europe, d'accord, aller voir justement les directeurs généraux des filiales en fait, de l'entreprise où j'étais, pour justement partager les idées, trouver des appuis, aller aux États-Unis à la corporation, pareil, pour avoir des appuis, parler avec les exécutifs là-bas et trouver des budgets qui nous permettent justement d'implémenter ces nouvelles initiatives, ces nouveaux projets. Et c'était très intéressant justement parce que c'était un travail justement de ce qu'on appelle en anglais bending the rules. D'accord, ce n'est pas, je ne veux pas casser la règle, mais je veux la faire fléchir en fait. D'accord, c'est comme les joncs en fait dans la rivière quand il y a le vent qui souffle en fait, ou le blé par exemple, les épis de blé. D'accord, quand il y a le vent qui souffle et qui vont se tordre un petit peu comme ça, et après ils vont pouvoir revenir. Donc mon spécialité, d'accord, c'était ça en fait, c'était être capable de tordre un petit peu, de faire voilà, de faire bouger un petit peu les règles pour pour qu'on puisse passer au travers, qu'on puisse justement créer des nouvelles choses, toujours évidemment dans le but de créer des solutions, de trouver toujours effectivement on va dire avec une philosophie éthique de la chose, d'accord. Donc l'idée c'était pas on va dire de faire du blanchiment de l'argent ou des choses comme ça. On parlait vraiment de créer des nouvelles lignes de business, des nouveaux développements, des nouveaux partenariats, etc., etc. Mais ça demandait toujours en fait d'aller au-delà de ce qui était la règle imposée, que ce soit des règles écrites ou des règles tout simplement d'usage. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les règles ne sont pas toujours des règles écrites, ça peut être aussi des règles d'usage, des habitudes. On a toujours fait comme ça. Oui, mais peut-être que le toujours qu'on a fait comme ça ne marche plus aujourd'hui. Donc est-ce qu'on peut essayer quelque chose d'autre? D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le sixième aspect. Le septième aspect pour développer cette culture de créativité, d'accord, et d'état d'esprit d'abondance, c'est justement ce que Paul appelait le fait d'avoir des échecs et d'aller en avant, de tomber en avant, d'accord, fail forward, qu'il appelle. Et donc, justement, il y avait un signe dont John nous parle, en fait, qu'il avait une fois. Il disait, voilà, le slogan de cette compagnie, c'est « On fait des nouvelles erreurs ». On fait des nouvelles erreurs. C'est ce qu'on fait. On est justement de façon permanente dans la recherche des nouvelles choses. Donc, forcément, on fait des erreurs. D'accord? Mais on avance. C'est toujours des nouvelles erreurs. C'est jamais les erreurs qu'on a fait par le passé. D'accord? C'est ça qui est important aussi. C'est que lorsque nous disons que l'échec, c'est le compagnon du succès, c'est ne pas tout simplement l'échec à répétition, le même échec à répétition. D'accord? C'est des échecs qui évoluent. J'ai un échec, d'accord? Je tombe, j'apprends, je change, d'accord? J'ai fait évoluer, j'améliore et je me relève et j'avance. Et forcément, je veux tomber à nouveau. Mais c'est pas grave, c'est un pas plus loin, deux pas plus loin. D'accord? J'avance toujours. Tant que je suis dans l'avancement vers la réalisation de ma vision, de mon projet, de mon rêve, je suis sur le bon chemin. Et le dernier aspect, justement, pour créer, en fait, le huitième aspect pour créer cette culture des créativités et d'abondance, c'est même si j'aime pas le mot, vous le savez, mais c'est de commencer petit. D'accord? Ou alors, je dirais plutôt, n'attendre en fait pour commencer grand. D'accord? Il faut commencer là où on est. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Souvent,
on va trouver en fait des projets qui vont mourir dans l'œuf. Je voyais ça pareil en entreprise parce que la personne en fait essayait de trouver, on va dire, de tenir compte de tous les aspects, de trouver voilà, une solution, un projet, d'accord, quelque chose qui allait faire tout. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas facile de trouver ces genres de. C'est presque impossible, en fait, de trouver ces genres d'idées, en fait, qui sont vraiment voilà, des changements radicaux. Donc, ce qui est intéressant, justement, c'est de commencer pas à pas. Commencer là où nous sommes. Et être capable, justement, des, euh, des, euh, de grandir au fur et à mesure, idée après idée, après idée, après idée. D'accord. Donc, huitième aspect pour créer cette culture d'abondance, de créativité, c'est justement de commencer là où nous sommes, d'accord, et pouvoir grandir au fur et à mesure. Voilà. Écoutez, c'était ce que j'avais aujourd'hui pour vous. C'était vraiment cette leçon, ça m'a vraiment touché des près. J'espère que c'est la même chose pour vous. Mais en tout cas, ça m'a permis justement de remettre ensemble en fait, ces deux aspects, comme je vous disais, leadership et développement de mindset, de l'état d'esprit, qui sont les deux aspects que nous allons travailler ensemble dans les 12 mois à venir. Donc, je vous félicite pour votre décision justement de rejoindre le programme de mentorat. Comme je vous dis, vous êtes des pionniers. Vous êtes non seulement dans la première promotion de la Job Marketing français, mais en plus, vous êtes les premiers à rejoindre le programme de mentorat. Et je peux vous dire que toute l'équipe, la faculté francophone, avec John et avec les mentors anglophones, nous sommes là pour vous servir. Nous sommes fiers que vous nous ayez fait confiance et je peux vous dire, vous n'allez pas être déçus. Donc, je vous souhaite une bonne pause, là, dans les minutes qui suivent, et surtout, profitez bien de la séance avec John, qui promet, ça va être super. Et je vous dis à tout à l'heure pour la séance de questions-réponses avec les autres mentors.